Bretagne 5, l'invité de la matinale. Et ce vendredi, notre invité politique est Thomas Rousseau. Il est secrétaire départemental des Républicains d'Ille-et-Vilaine et également président du mouvement Rennes à droite. Et il est en direct avec nous ce matin, je l'en remercie. Bonjour. Bonjour Stéphane Hamon. Alors, on va parler de politique, comme on le fait chaque matin au micro de la matinale. J'avais envie de commencer ce matin évidemment par la crise et la colère du monde agricole. Voilà, les tracteurs sont sur les routes. On parle d'un blocage de Paris potentiellement aujourd'hui. On sent que ça devient compliqué pour le gouvernement de pouvoir discuter avec le monde agricole. Et merci d'aborder ce sujet. Tout d'abord, moi j'étais hier en face de la préfecture de Bretagne pour soutenir les agriculteurs et les pêcheurs. Voilà, pour adresser un message fort, pour leur dire que je les soutiens, que les Républicains les soutiennent et que je comprends leur colère. Et il y a un certain nombre de raisons qu'on va pouvoir expliquer, un certain nombre de causes et de propositions que les Républicains portent. Les raisons de ces colères, je pense, sont justifiées. On parle aussi d'une difficulté entre le monde urbain. Alors, on pointe aussi du doigt les gouvernements successifs qui n'ont pas su forcément écouter le monde agricole, qui ont eu du mal en tout cas à entendre les griefs du monde agricole. Un monde agricole qui se retrouve aujourd'hui, on va pouvoir en parler, accablé par les normes, accablé également par des contraintes et qui peine finalement à vivre tout simplement. Oui. Alors je pense que tout d'abord, Emmanuel Macron a négligé le monde agricole. Et en ce qui me concerne, en tout cas le fondement de mon engagement politique, j'ai effectué ma rentrée l'année dernière au SPACE. Et donc c'est un des fondements de mon engagement. Défendre la ruralité, valoriser notre culture, le savoir-faire de nos agriculteurs, c'est fondamental pour moi. Voilà, c'est pour ça aussi que j'étais hier à leur côté. Et je pense que dans cette crise, on voit plusieurs choses. Déjà, c'est une crise française, mais aussi européenne, parce qu'il y a aussi des manifestations aux Pays-Bas, en Allemagne. Qu'est-ce qu'on voit ? On voit qu'il y a le problème de l'inflation, le problème des taxes sur le gasoil non routier. On voit aussi que c'est un monde qui est soumis à la concurrence déloyale, au problème de fiscalité, à l'excès de normes. Et je pense qu'il faut apporter une réponse complète et globale. Déjà les écouter, les respecter, les soutenir. Ça, c'est indispensable. Voilà. Et c'est ce ils se sentent pas écoutés. Ils le disent au gré des interviews. On se sent pas écouté. Moi, je pense qu'Emmanuel Macron ne les comprend pas. Et en tout cas, il y a un certain nombre de réponses à apporter, notamment de sanctuariser la PAC, par exemple, notamment de revoir notre politique agricole au niveau français, mais aussi stopper un certain nombre de lois qui entretiennent au niveau de l'Union européenne une forme de décroissance et qui complexifient la tâche de nos agriculteurs. Je reprends aussi quelques exemples. Je vois que en France, le taux de pauvreté, il est de 13 ou 14%. Chez les agriculteurs, il est de plus de 25%. Pour autant, ils travaillent 60 heures par semaine. À 80%, on travaille le week-end. Et donc, moi, je trouve ça inadmissible que ces agriculteurs ne peuvent pas vivre de leur travail. Donc, il faut aussi revoir le sujet du juste prix, qui est absolument fondamental. Donc, recréer des filières d'excellence pour l'élevage, soutenir les jeunes agriculteurs, revoir tout l'ensemble fiscal et administratif pour soutenir et pour valoriser leur travail et surtout revoir la politique de tarification. On voit d'ailleurs les jeunes qui hésitent finalement à franchir le pas, à s'installer parce que tant de complications finalement ça leur fait peur. Oui, et c'est vrai que ça se traduit dans quoi ? En France, presque tous les jours, un agriculteur se suicide. Et je trouve que c'est dramatique. Voilà. Ce que je vois aussi, et ce qui est dramatique pour la France, c'est que nous avons été une grande puissance agricole. Alors, notre excédent est toujours à peu près de 10 milliards. Mais pourquoi ? Grâce aux vins et spiritueux. Donc, je pense que il faut revoir aussi notre modèle. Produire local, consommer local. C'est là le sens aussi du circuit court. Une vraie écologie de droite. Aussi protéger l'environnement aussi par la refonte de ce système. Et je reprends un exemple, 50% de nos poulets sont importés. Et donc ça, il faut réapprendre à produire local en respectant l'environnement, bien évidemment. Et il y a peut-être aussi le message
vis-à-vis des consommateurs qui ont tendance à acheter, l'inflation passe par là aussi, évidemment, qui ont tendance à acheter moins cher et donc des produits peut-être qui viennent d'ailleurs, qui sont importés au détriment justement des produits agricoles français. Oui, mais évidemment, ayons l'achat du bon sens et achetons local, ça c'est indispensable. Et c'est une forme de soutien à nos agriculteurs et aussi à nos pêcheurs. Alors on va en parler de la pêche, évidemment. Un dernier mot sur les agriculteurs. On sent que le conflit se durcit. On voit d'autres professions qui rejoignent les agriculteurs. On parle des transporteurs routiers. On parle également du secteur du BTP qui souffre beaucoup. Est-ce que c'est le seul moyen finalement d'être obligé d'aller dans la rue dignement, puisque là il n'y a pas d'émeute, il n'y a pas de... Voilà, il y a quelques tonalisiers qui ont déversé, ça a été le cas à Agen, un peu de lisier sur la préfecture, mais voilà. Est-ce que c'est le seul moyen finalement, être obligé d'aller au rapport de force ? Alors, je pense qu'il y a aussi le compromis, le débat. Je pense qu'on peut aussi trouver une forme de négociation, en tout cas défendre ses convictions, ses valeurs et défendre un modèle. Ça me semble vraiment important. Et là où je vous rejoins, en tout cas sur cette forme de conflit qui se généralise, moi j'échangeais avec les pêcheurs hier et je comprends aussi leur colère. Et je reprends un point qui me semble essentiel et c'est pour ça que j'expliquais qu'Emmanuel Macron néglige les pêcheurs ainsi que ces députés européens comme Stéphane Séjourné, c'est que nous, avec les Républicains et en premier lieu François-Xavier Bellamy, a voté contre l'interdiction de la pêche au chalut. Voilà. Et cette proposition d'interdiction qui a été portée notamment par Emmanuel Macron et ses députés. Et je trouve que ça, c'est inadmissible. Les pêcheurs doivent pouvoir conserver et préserver leur outil de travail. Alors on parle d'environnement aussi, de préservation des espèces. Alors là, évidemment, cette interdiction qui frappe les pêcheurs français dans le golfe de Gascogne, c'est le problème des dauphins qui sont souvent attrapés dans les filets. Est-ce qu'il faut aussi travailler d'une façon technologique, aider les pêcheurs à éviter que les dauphins se prennent dans les filets plutôt que de mettre des mesures très coercitives ? Oui, je pense que nous devons aussi, c'est à l'exemple de ce que j'avais proposé quand j'étais au SPACE, c'est qu'il faut effectivement travailler avec plusieurs secteurs d'activité, l'agriculture, la nouvelle technologie, profiter justement de ces avancées technologiques pour améliorer la situation dans la pêche et l'agriculture. Alors les pêcheurs souffrent, ils sont aussi très convoités. On a vu Jordan Bardella se rendre mardi au port de Lorient et parler avec les pêcheurs. Est-ce que le RN, là on rentre un peu dans la politique politicienne, mais est-ce que le RN profite finalement de cette situation, de ces situations de crise ? Écoutez, je ne sais pas si le RN profite de ces situations, mais moi quand je pense qu'il faut aussi parler de bilan. Et je parlais de François-Xavier Bellamy et je vois que François-Xavier Bellamy a un projet qui est construit et un bilan qui est complet, qui est même excellent au Parlement européen. Et je pense que l'occasion de ces campagnes européennes à venir, c'est de parler de projet, de bilan à bilan aussi, et là de faire justement le bilan de ce qu'a fait le RN au Parlement européen. Et moi c'est ce que je dis aux électeurs de droite au sens le plus large possible, c'est que le bilan de François-Xavier Bellamy est excellent et c'est probablement le meilleur. Voilà. Alors, les élections européennes, c'est dans 5 mois. On a compris que les enjeux allaient être sur le terrain agricole, sur le terrain de la pêche, et bien d'autres enjeux aussi, évidemment, autour de la possibilité pour les Européens de se loger, de mieux consommer et d'essayer d'éviter cette inflation. Aujourd'hui, on a le sentiment que les élections européennes deviennent un enjeu aussi pour les partis politiques, pour les programmes des partis politiques. Hein, vous y faisiez allusion en parlant de François-Xavier Bellamy. Est-ce que c'est aussi un enjeu important pour LR qui a été très fragilisé ces temps derniers dans diverses élections? Et je pense que c'est un enjeu important au-delà d'une étiquette partisane. C'est important parce qu'il en va aussi de l'avenir de la France, il en va aussi de l'avenir de notre civilisation, de notre modèle culturel et aussi de l'avenir de l'Europe. Et donc c'est évidemment un enjeu pour les Républicains, mais surtout pour
prendre nos responsabilités pour reconstruire un projet pour la France et puis pour l'Europe plus largement. Alors, est-ce qu'il faut un projet politique? Parce que l'Europe est très technocratique aujourd'hui. Là encore, ça nous ramène à la crise agricole. On voit ce surplus de normes qui complique bien la vie des agriculteurs. Est-ce qu'il faut réintroduire de la politique, de la démocratie quelque part en Europe, en tout cas dans l'Union européenne? Mais je pense, et ça c'est là vraiment l'enjeu de cette élection. Et moi je pense, et c'est pour ça que je soutiens François-Xavier Bellamy, et que je pense que les électeurs de droite ne doivent pas se tromper, c'est que on doit changer l'Europe de l'intérieur. Voilà. Et c'est avec François-Xavier Bellamy que nous y arriverons. Voilà, avec un bilan, avec des actions, tout simplement. Et pour moi, c'est probablement en tout cas la problématique que l'Union européenne rencontre, c'est ce manque de démocratie, ce manque de respect du peuple, ce manque de respect des nations qu'il faut remettre au centre d'un projet politique. Voilà, est-ce que nous avons porté. Est-ce que l'Europe, finalement, a aussi perdu son projet initial? C'est-à-dire, on a l'impression que l'Europe, elle est partout, et pas toujours, j'allais presque dire partout, et nulle part à la fois. Ça rappelle un peu un en même temps. On a un petit peu ce sentiment-là, et de fait, les citoyens européens, les citoyens français, par exemple, s'éloignent de cette Europe qu'ils ne comprennent pas. Oui, et je pense que la sève de l'Europe, c'était aussi le projet gaulliste, c'était l'Europe des nations. Voilà. Et on a perdu ce projet, cette ligne directrice que l'on doit absolument retrouver. Alors, l'Europe des nations, un petit peu face à l'Europe fédérale. Exactement. L'Europe des nations, l'Europe des projets, l'Europe d'une civilisation. Donc, l'Europe fédérale, aujourd'hui, elle est appelée aussi par beaucoup de leaders politiques qui y voient la possibilité, peut-être pour des régions comme la Bretagne, d'avoir une plus grande autonomie et de discuter directement avec l'Europe sans passer par le pouvoir central. C'est une erreur ? Est-ce que c'est une erreur? Moi, je crois au respect des identités régionales. Après, je pense que la communauté essentielle, c'est aussi notre nation. Et c'est la France qui doit porter ce projet européen, c'est la France qui doit défendre ses intérêts, en premier chef. Alors on voit l'Europe, évidemment, là aussi, terrain de jeu politique, il faut bien le dire. Je parlais tout à l'heure de Jordan Bardella, qui a réuni autour de son nom, en tout cas, beaucoup d'intentions de vote. Le RN a le vent en poupe actuellement. Est-ce que ça participe aussi d'un contexte particulier? On a cette guerre en Europe, on a cette crise aussi en Europe, crise sociale. Est-ce que finalement, là aussi, le Rassemblement national surfe un petit peu sur la vague européenne? Oui, très certainement. Et après, moi, ce que je vois aussi, c'est qu'il y a quelques années, le Rassemblement national était pour le Frexit. Maintenant, on ne sait pas. Donc, il y a un manque de cohérence et de clarté sur la ligne et sur la vision de l'Europe. Je rappelle que dans le groupe du Rassemblement national, il y a un parti allemand qui s'appelle l'AfD, Alternative für Deutschland, qui est pour le démantèlement de l'Union européenne, de l'Europe, voilà. qui est pour quitter l'Union européenne. Donc voilà, je pense qu'il va falloir clarifier cette ligne, et en tout cas la ligne des Républicains, ça va être de porter un projet de l'Europe des peuples, une Europe respectueuse de sa civilisation, de ses racines chrétiennes, et de porter un projet de changement au sein de l'Union européenne. Voilà. Alors, on parlait du Rassemblement national, il y a aussi la loi immigration. Loi immigration qui a... voilà, je m'éclaircis un peu la voix. Ne faites pas comme moi, amis auditeurs, n'attrapez pas froid. Cette loi immigration qui a été portée au Sénat par la droite, une loi dont on a dit que la droite avait emprunté, si vous me permettez le terme, les idées du Rassemblement national. Écoutez, c'est faux. Comme sur le sujet de l'Europe, je vois que ce sont les Républicains qui travaillent et qui portent les sujets, les propositions, les amendements. Qui a porté la proposition de loi au mois d'avril sur l'immigration? C'est les Républicains. Qui a défendu le texte au Sénat? C'est les Républicains. Et qui a fait des recommandations dans le cadre de la saisie du Conseil constitutionnel? C'est encore les Républicains. Voilà. Moi, ce que je revois, c'est que en tout cas, cette ligne qui a été portée dans le cadre de la loi immigration, ce sont les propositions qui sont portées
depuis longtemps par le RPR, notamment par Pasqua, par Séguin, par Fillon, et plus récemment par Bruno Retailleau ou par Éric Ciotti. Voilà. Et donc, ce que je vois aussi, où je vais vous citer un exemple qui montre que ce n'est pas une victoire idéologique du RN, c'est bien une victoire aussi des Républicains, mais pour la France, pour les Français. Le RN propose la revue et la remise en cause du droit du sol. Ça n'a rien à voir avec cette loi immigration. Nous proposons une introduction de quotas, rendre plus contrôlé le regroupement familial et améliorer l'expulsion des délinquants étrangers. Voilà. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose que les Républicains portaient depuis longtemps, donc c'est une forme de cohérence et de clarté que nous avons porté jusqu'au bout. Alors, on dit, en tout cas certains sondages le disent, la France est à droite. Bon, ça vaut ce que ça vaut, comme on dit. Est-ce que c'est quelque chose qui est de nature à vous réjouir ? Oui, après, de quelle droite parle-t-on ? Il existe plusieurs formes plusieurs droites. Moi, c'est ce que j'appelle, c'est justement un rassemblement large de droite autour de François-Xavier Bellamy, autour des Républicains, de toutes les sensibilités de droite que, évidemment, nous accueillons. Alors, je vous posais cette question, Thomas Rousseau, parce qu'on a, évidemment, il n'aura échappé à personne, qu'on a vécu il y a quelque temps un remaniement ministériel avec l'arrivée d'un jeune Premier ministre, Gabriel Attal, 35 ans à peine, promis à cette haute fonction, en tout cas, il a l'air de vouloir bousculer les choses. On le voit avec la crise agricole. On a parlé d'un coup de barre à droite dans ce gouvernement. Est-ce que vous avez senti ce coup de barre à droite ? Je ne le vois absolument pas. Et quand vous disiez qu'il allait bousculer les choses, je pense que c'est effectivement ce qu'il veut faire. Il veut bousculer les Français. Et je trouve que c'est regrettable. Moi, ce que je vois, déjà, je parle du bilan de la France. 3 000 milliards de dettes, le service de la dette qui est de 70 milliards, une dette publique de 112%, une école qui s'effondre, une explosion de l'insécurité. Ça, c'est le bilan d'Emmanuel Macron et de Gabriel Attal. Donc moi, je me dis une chose en tant que responsable politique, ce bilan, le voilà, c'est celui d'Emmanuel Macron. Donc logiquement, si Emmanuel Macron est là pour servir la France et les Français, il change de cap. Et en nommant Gabriel Attal, il a envoyé un message clair. Il a dit aux Français, je ne changerai pas de cap. Et je trouve que c'est regrettable pour la France, notamment pour les ministères régaliens. Aucun changement de ministre. Pour le ministre de l'économie et des finances, c'est là son bilan, il est catastrophique. Il reste en poste. Donc c'est une mauvaise nouvelle pour la France. Voilà, il n'y aura pas de changement dans les prochaines années. Et c'est pour ça que nous allons préparer l'alternance pour 2027. Il faut une alternance claire. Alternance à venir. Il y a aussi cette polémique avec la ministre à la fois des Sports, mais également de l'Éducation et même des Jeux Olympiques. Et cette polémique autour des deux écoles. On avait l'impression qu'on n'en reparlerait plus de cette histoire des deux écoles, l'école publique, l'école privée. Or, elle ressurgit aujourd'hui. Est-ce que c'est un combat d'arrière-garde ou est-ce que là, il y a un véritable problème idéologique qui ressurgit en France ? Oui, et ça, c'est regrettable. Moi, ce que j'appelle de mes voeux, il y a eu quelques annonces qui étaient positives de Gabriel Attal à la rentrée. Après, il faut aller beaucoup plus loin. Et Gabriel Attal ne s'est pas concentré sur l'essentiel, qui est la refonte complète des programmes scolaires à complètement densifier. Voilà. Et c'est ça le fond du problème. C'est le problème de connaissance, de transmission du savoir que justement Gabriel Attal n'a pas pris à bras le corps. Et j'alerte aussi sur deux choses par rapport à ce remaniement qui pour moi est un casting, n'apportera aucune solution à la France. Deux choses, c'est que un des principaux problèmes c'est l'éducation. Comment ça se fait que l'éducation nationale se retrouve avec les JO et les sports ? C'est une faute politique. Et comment ça se fait qu'on confie les sujets européens et les affaires étrangères à Stéphane Séjourné quand on connaît son bilan à l'Union européenne? C'est une catastrophe pour la France et pour la France, en tout cas, sa voix dans le monde. Voilà. Alors, la voix dans le monde de la France, on va suivre un petit peu les évolutions puisque la France s'exprime sur bien des sujets. Alors, on pense évidemment au conflit israélo-palestinien, on pense aussi à la guerre en Ukraine. Ce qui m'amène à la question, est-ce que la France est toujours entendue aujourd'hui ? Je crois que non, malheureusement, et c'est pour ça que j'appelle de mes voeux à une alternance et à retrouver la sève gaulliste en fait de la France, qui est une France non alignée, qui est capable de parler aussi bien à la Russie qu'aux États-Unis. Et c'est le problème de Stéphane Séjourné et d'Emmanuel Macron, c'est qu'ils ont complètement aligné la France derrière les États-Unis et que nous avons perdu notre capacité à parler à tous les pays.
Voilà. Est-ce que justement, là aussi, sans faire d'anti-Europe ou quoi que ce soit, est-ce qu'aujourd'hui, l'Europe bride un petit peu la diplomatie des pays ? Peut-être un petit peu, mais après, ce que nous devons aussi retrouver, en tout cas, c'est une indépendance de notre diplomatie, des affaires européennes. La France doit être capable de trouver une solution au Moyen-Orient, pour la Palestine et Israël. La France doit être capable de trouver une solution pour le conflit entre la Russie et l'Ukraine, et ça, c'est indispensable. Et l'indépendance de la France, en tout cas, et reconstruire la France sur le plan économique, notamment, est indispensable. Voilà. Comme disait le général de Gaulle, pour retrouver une puissance économique, pour retrouver une puissance diplomatique, il faut avoir une économie forte, pilotée, avec des secteurs d'activité puissants, une économie basée sur l'industrie, et il faut aussi contracter les dépenses d'un tiers. Donc c'est tout le contraire de ce que fait Emmanuel Macron. Est-ce qu'il faut, en termes d'économie, remettre un peu plus d'État dans l'économie, ou au contraire, il y en a trop ? Il faut mettre plus d'État dans le régalien. Voilà. Il faut recentrer, réinvestir massivement sur le régalien. Je rappelle que 34% du PIB français correspond aux dépenses sociales, et seulement 2% sont alloués à nos ministères régaliens. Donc il faut absolument rééquilibrer ce poste de dépense qui doit être largement augmenté, largement revu, avec une vraie vision, une stratégie aussi, notamment dans la complexification du monde que l'on connaît aujourd'hui. Un ministère a forcément attiré notre œil à nous ici journalistes, c'est le ministère de la Culture, notre ministère de tutelle pour les radios, le ministère de la Culture qui a vu arriver un peu contre toute attente, ça a été la surprise du chef, comme l'on dit, Rachida Dati. Immédiatement, il y a eu une colère de la part d'Éric Ciotti qui a décidé de la débarquer, si vous me permettez le terme, c'est assez fort, de LR. Elle ne pouvait pas faire en même temps, finalement, être chez LR et aussi ministre. Exactement. Moi j'étais aussi le premier surpris. Je rappelle que Rachida Dati a été la plus virulente à l'égard d'Emmanuel Macron, et donc je comprends la surprise de nos adhérents. Je comprends aussi l'écœurement. Je pense que j'ai été le premier à me dire que vaut sa parole. Voilà, et donc Éric Ciotti a eu raison, on ne peut pas être dans l'opposition et en même temps dans le gouvernement. C'est une forme de caution, si vous me permettez le terme, il est un peu trivial, mais une forme de caution de droite pour le gouvernement Attal ? Probablement, c'est aussi une façon de brouiller les cartes, de préparer un casting. Ça fait partie de la stratégie originelle d'Emmanuel Macron, de déconstruire la droite et de déconstruire la gauche. Voilà, et moi je pense tout le contraire. Je pense qu'il faut rééquilibrer la démocratie française par un clivage gauche-droite qui est sain, tout simplement pour la démocratie, pour le débat des idées. Alors, ce sera pratiquement ma dernière question, il y a aussi cette crise, on en parlait tout à l'heure en faisant référence à l'économie, cette crise sociale et ces difficultés que rencontrent les Français face à l'inflation, une inflation qui ne baisse pas ou très peu, des Français qui vont payer encore plus cher leur électricité dans quelques jours. Est-ce que là aussi, il y a un danger d'explosion sociale, de colère sociale ? Oui, et qui est compréhensible. Et pourquoi cela ? C'est qu'Emmanuel Macron n'a pas été en capacité d'apporter des solutions et n'a pas été élu en 2022 avec un programme, un projet, une vision, une ambition. Il n'a pas de cap. Voilà. Et donc, il va nécessairement, forcément y avoir des explosions sociales qui malheureusement ne sont pas traitées. Les gilets jaunes, il n'a pas écouté, il n'a pas compris avec son Premier ministre Édouard Philippe de l'époque, qui n'a pas été en capacité de traiter la crise, qui a méprisé les Français. On voit aussi l'émeute de juin 2023 qui n'a pas été traitée. Et donc malheureusement, comme la France n'est pas dirigée par quelqu'un qui défend les intérêts de la France et des Français, on va vers une crise sociale qui risque de s'amplifier, malheureusement. Alors, dernier mot sur la droite, sur les ambitions de la droite. Il y a une ouverture finalement pour la droite, mais un petit peu embêté par le RN qui monte beaucoup. Un projet aujourd'hui de la droite, c'est aussi une incarnation. Est-ce qu'on trouvera l'homme providentiel, je sais que le terme n'est peut-être pas le bien choisi, mais en tout cas l'homme ou la femme du reste, qui pourrait conduire les Républicains à la victoire électorale ? Écoutez, déjà pour les élections européennes, nous avons l'homme de la situation qui est François-Xavier Bellamy, et en ce qui concerne 2027, nous avons des très bons candidats comme David Lisnard, comme Laurent Wauquiez, qui sont des rassembleurs, des hommes puissants, cohérents et qui, je sais, seront en capacité de nous mener à la victoire.
Donc il faut ressouder la droite, redonner une direction. On a l'impression que depuis le passage d'Emmanuel Macron, la droite a beaucoup souffert. On a vu également la gauche, en tout cas le Parti Socialiste pour le citer, dans la même position, si j'ose dire. Il faut recréer les grands pôles politiques qu'on a perdus. Oui, exactement, avec justement un ancrage commun, justement sur la volonté de préserver, de transmettre le bien commun, de défendre les intérêts de la France, aussi bien à gauche comme à droite, dans un esprit patriotique. Alors, esprit patriotique, il y a une attente des Français aujourd'hui, il y a presque une demande d'espoir politique. On dit que les Français ne s'intéressent pas à la politique, mais finalement, ils s'y intéressent. Paradoxalement, ils ne vont pas voter. Ou pas bien. Oui, et c'est probablement ce qui se passe avec Rachida Dati, c'est qu'elle a été extrêmement critique envers Emmanuel Macron depuis plusieurs années, et elle le rejoint, et donc il y a une forme d'écœurement et de dégoût, et de manque de confiance de l'appareil politique, mais des personnes comme François-Xavier Bellamy, justement, je pense, incarnent cette forme de noblesse politique, cette cohérence, cette clarté, et dans lesquelles il faut avoir confiance. Alors la confiance des Français, c'est aussi les promesses. Un président de la République disparu aujourd'hui, Jacques Chirac, pour ne pas le citer, disait finalement les promesses n'engagent que ceux qui y croient. Est-ce qu'aujourd'hui le temps des promesses est fini et qu'il faut passer à autre chose, à l'action ? Le temps de la stratégie, de la vision et effectivement le temps de l'action. Et c'est là-dessus que l'on va se quitter. Thomas Rousseau, secrétaire départemental des Républicains d'Ille-et-Vilaine et président du mouvement Rennes à droite, était avec nous ce matin avec une meilleure voix que la mienne. L'essentiel, c'est que on ait pu conduire jusqu'au bout cette interview. Merci Stéphane Hamon. Merci infiniment d'avoir été au micro de Bretagne 5. Très belle journée. Merci. Bretagne 5, Stéphane Hamon, le 7-9.